On est tous habitués, ou du moins, on a tous au moins une fois écouté une vidéo de motivation qui nous disait qu'on était capable de déplacer des montagnes. Que si on avait la volonté, qu'on pouvait réaliser tout ce qu'on voudrait dans notre vie. Le problème avec ces vidéos de motivation, c'est qu'ils ne nous enseignent pas comment procéder. Comment déplacer la montagne? Est-ce qu'il faut commencer tout en bas de la montagne et donc déplacer la montagne pierre par pierre, ou alors il faut monter au sommet et commencer par là, ou il faut tout simplement pousser la montagne pour la déplacer? On ne sait pas comment faire, mais on nous dit qu'on peut déplacer la montagne. La vidéo que vous allez suivre aujourd'hui porte justement sur un livre qui enseigne le process. Un livre qui nous enseigne comment aller étape par étape. Quelles sont les démarches à entreprendre pour avoir l'autodiscipline. Je crois que chacun de nous a quelque part dans sa tête ses plus grands rêves. Certains de nos projets les plus ambitieux sont enfouis dans notre esprit justement parce qu'on n'a jamais eu le courage de commencer. Dans son livre « Why Self-Discipline is Lacking in Most and How to Unleash It Now », Curtis Leon nous enseigne comment, étape par étape, on peut cultiver l'autodiscipline jusqu'à atteindre ses objectifs. J'ai résumé le livre en 6 leçons. Restez donc jusqu'à la fin de cette vidéo et surtout prenez un papier et un stylo ou alors ouvrez votre bloc-notes pour prendre note. Parce que si vous suivez et que vous appliquez les leçons enseignées dans ce livre, je suis sûr et certain que ça va avoir un impact considérable dans votre vie. La première leçon que l'auteur nous enseigne, c'est de visualiser et surtout d'énumérer ses objectifs. L'auteur nous dit que si on n'écrit pas quelque part sur un bout de papier ou dans un document nos objectifs clairement définis, il y a de fortes chances qu'on n'y arrive jamais. Avant de s'embarquer dans le voyage, on détermine d'abord sa destination. Si tu ne sais pas où tu veux aller, tu ne pourras jamais aller quelque part. En tout cas, tu n'iras jamais où tu as envie d'aller parce que tu n'as jamais défini concrètement c'est quoi ta destination. Et ce que j'ai le plus aimé dans le livre, ce sont des exemples concrets que l'auteur donne. Il dit par exemple que pour une personne qui veut perdre du poids, c'est quoi ta destination? Tu dois être capable de définir clairement c'est quoi le poids que tu veux atteindre. Si tu es aujourd'hui à 100 kg, est-ce que tu veux venir à 70 kg, 84 kg, 90 kg? Il faut que tu définisses clairement c'est quoi ton objectif, c'est quoi ton but. La deuxième leçon qu'il enseigne, ou alors la deuxième étape à suivre, c'est de déterminer le pourquoi. Pourquoi tu veux perdre du poids? Pourquoi tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat? Pourquoi tu veux ouvrir ton business? Parce que si tu ne définis pas le vrai pourquoi, tu peux avoir bien sûr le courage de commencer, mais tu ne pourras pas terminer. Et justement, l'autodiscipline, l'objectif de l'autodiscipline, c'est d'être capable de contrôler ses émotions. De se dire que je vais commencer aujourd'hui la lecture de ce livre-là. Et tant que je n'ai pas fini la lecture de ce livre, je ne vais pas commencer un autre livre. Je ne vais pas suivre des vidéos sur Facebook. Je ne vais pas faire ceci, et être capable de tenir parole. Et la nécessité d'identifier avec précision le pourquoi n'est pas spécifique à ce livre. Par exemple, dans le livre Words That Change Minds, l'auteur dit qu'il faut se poser 7 fois la question du pourquoi, à chaque fois en partant de la réponse précédente. Par exemple, si je dis que je fais les vidéos YouTube pour gagner de l'argent, je dois me poser une deuxième question. Pourquoi je vais gagner de l'argent sur YouTube? Parce que YouTube n'est pas le seul moyen de gagner de l'argent. Et surtout, le parcours est très long. Donc, faire des vidéos YouTube pour gagner de l'argent n'est pas une motivation suffisante. Ça ne sera pas suffisant à la longue pour moi pour tenir sur YouTube, sur la durée. Je dois me poser donc la deuxième question. Pourquoi je vais gagner de l'argent sur YouTube? Pourquoi ne pas travailler davantage dans mon entreprise? Pourquoi ne pas prendre un deuxième boulot et essayer de gagner de l'argent dans ce sens? Alors, je vais me dire que probablement c'est pour être libre. Et je dois alors me poser une troisième question. Mais pourquoi je vais être libre? Et ainsi de suite. À un certain moment, je vais arriver quelque part où je vais répondre que je fais les vidéos YouTube parce que j'ai peur de dépendre de quelqu'un d'autre. Je vais utiliser YouTube comme porte d'ouverture vers un monde d'indépendance, d'épanouissement personnel. Un monde dans lequel je vais m'épanouir et je vais dépendre de moi-même. Donc c'est la peur qui me conduit à faire les vidéos YouTube. C'est le vrai pourquoi. Tant que je continue de nourrir donc cette ambition d'être libre, tant que je continue de me dire que si je ne fais pas de vidéos YouTube, je vais dépendre de quelqu'un d'autre. Tant que la peur de dépendre de quelqu'un d'autre dépasse la peur de l'échec sur YouTube, je vais continuer à travailler sur YouTube. Parce qu'à ce moment-là, même si je suis sur YouTube, je sais que c'est toujours mineur par rapport à la peur de dépendre de quelqu'un d'autre. Donc c'est exactement comme ça que l'auteur nous invite à trouver le vrai pourquoi, la vraie raison de notre motivation. Si on arrive à identifier ça,
on a sous la main la clé qui va nous permettre d'ouvrir les portes de l'accomplissement. La troisième étape, ou alors la troisième leçon à suivre, c'est l'action. La théorie, c'est bien. Dire dans sa bouche ou imaginer dans sa tête la vie qu'on veut vivre, c'est toujours bien. Mais c'est l'action qui donne des résultats. C'est dans l'action qu'on atteint ses objectifs. Donc, si vous ne vous levez pas, si vous ne commencez pas dès aujourd'hui, au moment où vous envisagez de faire quelque chose, si vous ne mettez pas en place les premières pierres, vous allez continuer à repousser. Et vous allez continuer à nourrir votre rêve dans votre tête. Ça ne va jamais être concrétisé. L'auteur nous invite donc à entreprendre des actions concrètes qui vont nous permettre d'atteindre nos objectifs. Et pour y arriver, il nous donne quelques techniques à suivre. La première, c'est d'avoir un mantra. Les mantras, en fait, ce sont des phrases sacrées qu'on se répète à soi-même et qui nous donnent de l'énergie positive. Par exemple, dans le yoga, quand tu es dans une période de concentration intense, tu peux te répéter une certaine phrase. L'une des phrases célèbres que personnellement je me répète souvent, c'est « It's not over until I win ». Ce n'est pas fini tant que moi je n'ai pas gagné. Ça vient de Les Brown. Et ça, c'est très intense pour moi et c'est très important pour moi. À chaque fois que je me répète cette phrase, l'échec, pour moi, fait partie de l'aventure. Parce que je me convainc tout seul que, même si je joue, ce n'est pas la fin. La fin se situe dans ma victoire. C'est lorsque je vais réussir que ce sera probablement fini. Parce que c'est à ce moment-là que j'aurai finalement le trophée dans la main. C'est quoi votre trophée à vous? C'est quoi vos objectifs? C'est quoi votre pourquoi? Et c'est quoi votre mantra? Si vous n'avez pas le mantra, commencez aujourd'hui à écrire des phrases qui vous motivent le plus. Et retenez une seule de ces phrases-là que vous allez vous répéter à chaque fois que vous avez besoin de vous motiver vous-même. La deuxième technique qu'il enseigne pour prendre des actions concrètes, c'est d'abandonner les excuses. Nous connaissons tous quelqu'un qui est capable de commencer aujourd'hui quelque chose de très ambitieux. Aujourd'hui, la personne est active dedans, demain, après-demain, ainsi de suite, une semaine, 2 semaines, un mois, mais à la fin d'année, 3 mois plus tard, on se rend compte que cette personne a perdu la motivation. Ça nous arrive tous. À chaque fois que vous commencez quelque chose, vous devez trouver les moyens d'abandonner les excuses. Et justement, l'auteur nous dit que si on veut y arriver avec efficacité, on doit être honnête avec nous-mêmes. Si par exemple, vous êtes un jeune ambitieux qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat, au lieu de dire « je n'ai pas suffisamment de moyens, je n'ai pas le matériel nécessaire, il n'y a personne qui veut me financer, ainsi de suite », vous devez vous dire tout simplement « je suis quelqu'un de paresseux. Au lieu de travailler dur sur mon projet, je préfère trouver des excuses. » Vous devez vous dire ça à vous-même, en haute voix. Cela va vous aider à prendre conscience de votre responsabilité et cela va surtout déclencher en vous un sentiment de honte et de culpabilité qui va probablement vous donner suffisamment de courage pour ne pas vous laisser tomber. La troisième technique, c'est qu'il faut avoir un plan d'action. Vous devez écrire et entretenir un plan d'action, un fichier Excel ou un to-do list où vous avez mentionné chaque étape de votre projet et vous devez mettre en place un diagramme détaillé de votre progression et surtout des différentes tâches qui composent votre projet. Vous devez être suffisamment précis dans l'élaboration de ce plan, de telle sorte que, quand vous allez commencer, vous n'ayez plus à réfléchir ailleurs. Et si au cours de l'exécution du plan, il vous arrive de déborder ou alors il y a des imprévus, vous pouvez ajuster le plan en fonction de votre progression. Vous apportez des corrections et vous continuez à mettre à jour votre plan d'action. À chaque fois que vous terminez une tâche, vous devez mettre à jour votre progression. Vous devez garder un œil sur votre avancement tâche par tâche. La quatrième leçon que l'auteur nous enseigne, c'est de lutter contre la tentation. Lorsqu'on entreprend des démarches pour changer, nos mauvaises habitudes viennent toujours toquer à la porte. Nous devons être capables de nous maîtriser face à cette tentation. Et là également, il donne des stratégies à suivre. La première stratégie pour lutter contre la tentation, c'est de se détacher de son passé. Imaginez que vous soyez une personne alcoolique qui veut arrêter l'alcool. Vous devez vous débarrasser de vos amis alcooliques. Vous devez arrêter de fréquenter les endroits où on vend de l'alcool et surtout les endroits où vous aviez l'habitude de boire de l'alcool. Parce que imaginez, vous voulez éviter de tomber dans la tentation, mais vous traînez avec des personnes qui chaque fois vous font revivre votre ancienne vie. À un certain moment, vous allez tomber dedans. Donc, l'auteur vous dit que vous devez éviter à la fois ces personnes-là, mais aussi ces endroits dans lesquels vous aviez l'habitude de pratiquer votre ancienne vie. Vous devez changer radicalement vos habitudes. Et vous n'allez pas rester vous torturer à la maison
parce que vous ne traînez plus avec vos amis ou vous ne partez plus dans les bars. Non, vous devez remplacer ces choses-là par des choses encore plus amusantes, mais plus saines pour vous. Par exemple, vous pouvez commencer la lecture des livres, vous pouvez commencer des exercices physiques, vous pouvez commencer à partir au gymnase. En tout cas, vous devez vous investir dans des choses beaucoup plus favorables à votre santé et à votre bien-être, qui vous permettent surtout de ne pas vous ennuyer et de ne pas retomber dans la tentation. La deuxième stratégie pour ne pas tomber dans la tentation, c'est de visualiser déjà vous-même tomber dans la tentation. Avant même de commencer, c'est qu'au départ même, quand vous commencez à planifier, vous devez prévoir. Si à un moment donné, je me sens trop fatigué, si à un moment donné, je veux arrêter, comment je dois faire pour lutter contre la tentation d'arrêter? Je suis en train de mettre en place mon projet, mais à un moment donné, il n'y a personne qui m'aide, il n'y a personne qui m'accompagne. Comment je fais pour tenir? Si je lance ma chaîne YouTube et que je publie des vidéos, 10 vidéos, 30 vidéos, il n'y a personne qui voit mes vidéos. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois arrêter? Est-ce que je dois changer de sujet? Tu dois visualiser cela. Tu dois envisager cette possibilité dans ta tête et surtout, tu dois écrire les démarches que tu dois entreprendre à ce moment-là. Si ce cas-là se présente à toi, comment tu dois agir? Il faut que tu mettes en place un plan d'action contre la tentation avant même de te lancer. La troisième stratégie que l'auteur recommande pour toujours lutter contre la tentation, c'est de se récompenser soi-même à chaque fois qu'on atteint un objectif. Supposons par exemple que tu es quelqu'un qui veut perdre du poids. Si tu es à 100 kg, tu dois prévoir une sorte de gratification pour toi-même lorsque tu auras 90 kg. Et le jour où tu atteins les 90 kg, tu dois te récompenser, tu dois célébrer. Mais attention, dans la célébration, tu ne retombes pas dans les choses que tu essaies de combattre. Non, tu célèbres avec des choses positives, ce qui est sain pour toi, des choses qui vont dans le sens de ton progrès et de ton changement. Il dit par exemple que tu peux acheter un jean, en tout cas des vêtements qui sont beaucoup plus serrés et que tu ne serais pas capable d'enfiler avec tes 100 kilos auparavant. Cela te donne encore suffisamment de confiance pour continuer l'aventure. Et surtout, c'est la preuve que tes efforts ont porté fruit. La cinquième leçon que l'auteur nous enseigne, c'est de se motiver soi-même et surtout de prendre soin de sa personne. Vous voyez, quand on commence le changement, le processus peut être très difficile. On passe des nuits très difficiles. On dort très peu. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles la plupart des gens n'y arrivent pas. Ce n'est pas seulement que c'est difficile, mais surtout, ça donne à réfléchir tout le temps, on est stressé, on se stresse. Donc l'auteur nous demande de trouver des moyens pour se relâcher, pour lâcher prise. Il faut suivre une certaine stratégie. La première stratégie qu'il nous demande de suivre, c'est de bien dormir. La plupart des athlètes, je dirais même tous les grands athlètes du monde sont d'accord pour dire que le sommeil est soit source de bien-être ou alors source de stress. Si vous dormez bien, vous vous sentez bien. Si vous dormez mal, vous vous sentez mal. C'est aussi simple que ça. Parce que le sommeil, c'est une thérapie. Si vous dormez bien, votre cerveau se repose et tout votre corps se repose. Pour répondre à votre question sur le plan de la santé, oui, ça interfère sur beaucoup de choses. Au niveau du cerveau, tout d'abord. La nuit, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on affine l'apprentissage. On met en mémoire les choses importantes. Donc ça, c'est un deuxième élément. On nettoie le cerveau. On nettoie les choses, des émotions négatives, des choses qui vont embarrasser le cerveau. Troisième point important, par rapport aux hormones. Les hormones bougent dans la journée. Le cortisol, l'insuline, les hormones de l'appétit. Tous ces éléments-là vont faire que si vous n'avez pas le temps de sommeil, eh bien vous n'avez pas le temps au niveau de vos cellules dans l'organisme de prendre le temps de repos, de réorganiser, de nettoyer et vous allez donc avoir un certain nombre de petites maladies qui peuvent devenir en effet des grandes maladies. Si votre cerveau n'est pas bien reposé, vous ne pouvez pas avoir la concentration. Vous ne pouvez pas avoir l'énergie nécessaire pour continuer. Et donc, ça ne sert à rien d'accumuler des jours de sommeil sous prétexte que vous êtes concentré, que vous voulez y arriver. Non. Si vous voulez réussir à atteindre vos objectifs, si vous ne voulez pas retomber dans la tentation, si vous voulez continuer à être productif, vous devez bien dormir. Et d'ailleurs, pour ceux qui auraient des problèmes de sommeil, des troubles de sommeil, l'auteur vous recommande de boire au moins 2 fois par jour le thé à la lavande et lorsque vous dormez le soir, d'éteindre complètement la lumière. Plus il fait noir dans la chambre à coucher, et mieux sera votre sommeil. La deuxième stratégie pour mieux prendre soin de vous au cours du processus, c'est de lutter contre le stress. Ne tombez pas dans le stress intense. C'est ce qui plonge la plupart des gens dans la dépression.
il y a tellement de youtubeurs qui sont tombés dans la dépression parce que les gens généralement, quand ils commencent sur YouTube, ils s'attendent aux résultats immédiatement. Ils veulent réussir tout de suite. Malheureusement, quand ils viennent, ils publient une vidéo, 2 vidéos, 3 vidéos, 10 vidéos, 20 vidéos, 30 vidéos. Ils n'ont toujours pas les 1000 abonnés. Ils n'arrivent toujours pas à faire les 1000 vues par vidéo. Il n'y a pas de commentaires, il n'y a pas de likes. Ils commencent à se poser des questions. Et là, on commence à visualiser le scénario du pire. Qu'est-ce que je vais devenir? Finalement, à quoi moi je vais servir? Qu'est-ce que je vais pouvoir réaliser dans ma vie maintenant? C'est la seule chose à laquelle je tenais. Donc, vous devez éviter ce genre de pensée. Vous devez bien vous entourer et surtout, vous devez vous assurer que vous avez un plan B. Tout ce qui peut vous plonger dans un état émotionnel intense de négativité, vous devez prévoir et éviter. La 6e leçon que l'auteur nous enseigne, c'est de développer et booster sa confiance en soi. L'auteur suggère que pour garder le rythme, nous devons avoir suffisamment confiance en nous. Et pour que la confiance en soi ne baisse pas, il faut pratiquer des exercices qui permettent de booster cette confiance en soi. La première chose qu'il nous demande de faire souvent, c'est de céder sa place aux personnes âgées, aux femmes enceintes ou alors aux handicapés dans les transports en commun. Parce que c'est un signe de grandeur. Il demande également de faire la vaisselle, de faire le nettoyage. Ce n'est pas parce que vous êtes célibataire que vous devez laisser le désordre dans votre chambre. Un grand nombre de philosophes et de psychologues soutiennent que l'état de votre chambre reflète l'état de votre cerveau. S'il y a de l'ordre dans votre chambre, alors il y a de l'ordre dans votre esprit également. Donc, mettez de l'ordre. Soyez propre chez vous, même si vous êtes seul. Faites le linge, n'attendez pas demain, non, faites-le tout de suite. Cela permet de booster votre confiance en soi. Et cela vous permet surtout de vous sentir bien dans votre corps. L'auteur demande également de casser la routine. Pour continuer à booster votre confiance en soi, vous devez arrêter certaines choses qui vous faisaient déjà trop plaisir. Vous devez sortir de votre zone de confort. Si vous aviez par exemple l'habitude de prendre le café au lait, vous devez prendre finalement le café simple. Ou alors si vous aviez l'habitude de mettre du sucre dans le café, vous devez boire le café sans sucre. Juste pour prouver à vous-même que vous êtes capable de faire des grands changements dans votre vie. Cela va se refléter sur votre état mental. Si vous êtes capable de faire ce genre de choses, ça veut dire que vous pouvez avoir aussi des grands changements dans votre vie. Il suggère également que si d'habitude vous prenez l'ascenseur pour rentrer au bureau, prenez les escaliers. Toutes ces démarches, toutes ces leçons dans ce livre vous enseignent à prendre des actions concrètes, à faire des grands changements dans votre vie. Au départ, vous allez trouver cela insensé ou ennuyeux, je ne sais pas. Mais vous devez comprendre une chose. À chaque fois que vous faites un changement dans votre vie et que vous y arrivez, vous arrivez à destination. Cela booste encore plus votre confiance en soi. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Ça m'a pris beaucoup de temps pour préparer ce résumé. Si vous l'avez aimé, merci de mettre un pouce bleu pour le référencement. Laissez un commentaire en bas de la vidéo et abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas rater les futures vidéos qui vont arriver.